Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Expérience congolaise de résolution des conflits et dans les opérations de maintien de la paix. La multiplication des foyers de tension, troubles et conflits en gestation, latents ou en cours, place la question de paix et de sécurité au centre des préoccupations de tous ceux qui, tant soit peu, s'intéressent à l'avenir de l'humanité. Ce fléau des conflits et crises est décrit dans la charte de l'ONU comme infligeant d'indicibles souffrances à l'humanité. Il annihile non seulement tout effort de progrès socio-économique, mais aussi brise les fondements mêmes de la société qui le subit. La prolifération des conflits armés en Afrique, phénomène accentué à la fin des années 80, est sans nul doute la cause principale de la régression socio-économique de ce continent. Si à l'orée des années 60, la part de l'Afrique dans le commerce mondial représentait 6%, elle n'en représente plus que 2% à ce jour. Par contre, elle détient le record des conflits armés en cours. Le secrétaire général de l'ONU y a nommé 7 représentants spéciaux, ainsi que la population la plus élevée au monde d'enfants soldats. L'OUA, un premier temps, a joué un rôle déterminant dans la libération, la promotion d'une identité commune et l'unité sur le continent africain. Elle a fourni un cadre unique pour l'action collective en Afrique et les relations avec le reste du monde. Dans ce sillage, nombre de dirigeants africains ont relevé des défis à multiples facettes auxquels sont confrontés les peuples. Ils ont été pour la plupart guidés par la vision d'une Afrique unie et forte. Ils ont pris conscience que le fléau des conflits en Afrique constituait une entrave majeure au développement socio-économique du continent. Ils ont compris par la suite qu'il faudrait promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité pour pouvoir mettre en œuvre le développement et l'intégration de l'Afrique. Ils œuvrent avec abnégation dans les institutions communes de l'Afrique et à leur donner les pouvoirs et les ressources nécessaires, afin de leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs mandats respectifs. Au sujet du maintien de la paix, le débat sur la forme que devrait prendre la force interafricaine a commencé avec la proposition d'un haut commandement africain faite par le président Nkrumah à la conférence de création de l'OUA à Addis-Abeba en mai 1963. Mais en raison des disputes qui naquirent entre les États membres, leur confiance fut en un comité ad hoc pour régler les conflits africains. Les opérations de maintien de la paix ont finalement connu leurs premières évolutions, avec la création du comité de coordination de l'OUA pour la libération d'Accra. En fait, l'agenda du programme de paix et de sécurité de la première génération de l'OUA comprenait les interventions pacifiques, d'une part, et des opérations de maintien de la paix, d'autre part. Cet agenda visait à endiguer les conflits et prévenir leur intensification, les interventions pacifiques, y compris les commissions ad hoc qui géraient une variété de questions, telles que les revendications frontalières et territoriales, ainsi que les conflits inter-États. Cependant, ces interventions avaient rarement abouti à des solutions définitives. Compte tenu de l'échec enregistré dans les accords sur la structure d'une force interafricaine pour les aspects militaires de la gestion des conflits, y compris l'observation de cessez-le-feu, le maintien de la paix et l'application de cessez-le-feu, l'OUA avait approuvé et entrepris des missions de suivi de cessez-le-feu peu complexes. C'est également l'ensemble des difficultés rencontrées qui avaient amené l'OUA à réexaminer en 1990 son programme de sécurité et de paix. L'OUA reconnut entre autres difficultés la prévalence de nombreux conflits qui entravaient les efforts collectifs et individuels, et s'engagea à travailler pour réduire ce fléau. Ce sommet a abouti à la déclaration du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA sur la situation politique et socio-économique en Afrique, les changements fondamentaux dans le monde, la résolution diligente de tous les conflits sur le continent. Elle est consacrée avec l'adoption de la Déclaration du Caire, 1993, portant création d'un mécanisme de prévention, de gestion et de résolution des conflits. L'adoption de la Déclaration du Caire marque ainsi le lancement du programme de la deuxième génération de l'Organisation pour la paix et la sécurité. Cette évolution est richement marquée notamment par la formation d'une force panafricaine de maintien de la paix qui intervient dans la province du Chaba dans l'ex-Congo belge, Kinshasa, en 1978 à 1979. Elle est l'une des véritables opérations de paix pilotées par l'OUA,
suivi de l'opération de l'OUA au Tchad, 1979 à 1982, lors de la guerre civile que connut ce pays. Dans le cadre des efforts de la deuxième génération pour la paix, le mécanisme de l'OUA a été un facteur important qui a permis, à travers l'organe central, le secrétariat général et le Centre de gestion des conflits, CGC, de l'OUA de réagir plus promptement et effectivement aux nouveaux et nombreux conflits existants. Ils ont facilité la prompte et active intervention de l'OUA dans nombre de conflits, Angola, Burundi, République centrafricaine, les Comores, le Libéria, la Rez-de-Chaussée, la Guinée-Bissau, le Rwanda, la Somalie et la Sierra Leone, ainsi que dans le litige frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Si l'OUA a ainsi donné le meilleur d'elle-même, le temps a révélé les limites de son action. La transformation de l'OUA en UA n'a pas été seulement un changement de nom ou de forme, cela inaugurait en fait de réels changements normatifs et institutionnels. En effet, le 9 septembre 1999, lors de la 4e séance extraordinaire de l'Assemblée de l'OUA à Sirte en Grande Jamaïria arabe libyenne populaire et socialiste, les dirigeants africains ont décidé entre autres choses, de créer une Union africaine, conformément à la Charte de l'ONU et aux objectifs suprêmes de la Charte de l'OUA et du traité établissant la Communauté économique africaine. C'est dans cette lancée que le mécanisme de gestion des conflits développé en 1993 est remplacé par un nouveau mécanisme en 2002. Ce mécanisme se compose de 5 organes prépondérants dont le Conseil de paix et de sécurité, la Force africaine en attente, FAA, et le Comité d'état-major, SEM. Au niveau institutionnel, cette transformation a notamment vu l'émergence de l'architecture africaine de paix et de sécurité, AAPS, dont fait partie la Force africaine en attente, FAA. Le Conseil paix et sécurité est au cœur de l'AAPS, l'organe décisionnel permanent pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Le cadre politique pour la création de la FAA et du SEM a été adopté par les chefs d'état-major de la Défense les 17 et 18 janvier 2004, puis par les ministres africains de la Défense le 20 janvier 2004 et par la suite a été approuvé par les chefs d'État à Addis-Ababa en juillet 2004. La création d'une force tire son fondement légal à l'article 4D1 de l'acte constitutif de l'Union africaine et à l'article 13 du protocole se rapportant à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Même si l'ONU reste l'organisation internationale principale et le seul organe qui peut sanctionner l'existence de telles organisations, pour marquer sa disponibilité à prendre des risques et assumer les responsabilités pour beaucoup plus de paix et de sécurité en Afrique, l'OUA, transformée en Union africaine à Durban en 2002 conformément à l'article 5.2, de son acte constitutif, du protocole sur le Conseil de paix et de sécurité CPS, établi comme étant un dispositif de sécurité collective et d'alerte pour répondre efficacement et rapidement aux exigences des conflits et des situations de crise en Afrique, dans le cadre de l'article 13 du protocole sur le CPS, le remplacement de la commission de l'OUA par la Force africaine en attente, FAA. Les forces armées congolaises, elles, par leur participation aux différentes opérations de maintien de la paix, ont largement contribué et contribuent au maintien et à la restauration de la paix sur le continent et dans la sous-région, par l'exécution de plusieurs opérations, se traduisant par l'envoi des contingents ou de groupes d'observateurs militaires. L'expérience acquise constitue sans nul doute un capital inestimable. L'expérience acquise lors de ces missions constitue un capital inestimable, qui est valorisé lors des analyses de situation, de la gestion des différentes crises et dans la sphère d'instruction des personnels. Chapitre 1 : Clarification et définition des concepts. Concept, définition et but du maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix sont des actions collectives des États membres de l'ONU, exécutées par des contingents placés sous un état-major multinational, agissant pour le compte et sous les ordres de l'organisation, visant à prévenir le déclenchement d'un conflit armé ou à restaurer la paix lorsque celui-ci l'est déjà, ou à l'organisation, visant à restaurer la paix quand celui-ci est déjà déclenché, rupture de la paix. Ces opérations, sauf en cas de violation flagrante des droits de l'homme ou de situation humanitaire catastrophique, reposent à tous égards sur le consentement des États intéressés ou impliqués. Maintien de la paix.
Activité multifonctionnelle politico-militaire dont le but est de circonscrire les conflits, qui comprend une présence des Nations Unies sur le terrain normalement avec un personnel militaire et civil, avec le consentement des parties pour mettre en œuvre ou contrôler l'application de dispositions en rapport avec la maîtrise des conflits, cessez-le-feu, séparation des forces, et leur résolution, accord partiel ou complet, et ou de protéger l'apport de secours humanitaires. Définition Nations Unies. Concept du maintien de la paix. Le concept du maintien de la paix fait l'objet d'une multitude de définitions au sein de la littérature. Cependant, cette notion fait partie des expressions dont l'usage a été vulgarisé à travers le déploiement des forces sur un théâtre d'opération. Il devient difficile d'extraire sa véritable substance de l'emploi populaire dans lequel il a été confiné par les médias et l'opinion publique. Terme polysémique, le maintien de la paix ne peut être saisi indépendamment de l'histoire des opérations onusiennes visant à garantir la paix et la sécurité internationale. Le maintien de la paix peut d'abord se définir par la prévention, la limitation, la modération et la cessation des hostilités entre ou au sein des États grâce à l'intervention d'une tierce partie, organisée et dirigée à l'échelle internationale, faisant appel à un personnel militaire, policier et civil pour restaurer la paix. Cette définition est intéressante à plus d'un titre. Elle met en exergue les différents aspects du maintien de la paix. En effet, une opération de maintien de la paix vise l'atténuation de la violence, voire la cessation définitive des hostilités entre des belligérants. D'autre part, cette définition insiste sur l'identité des belligérants et du médiateur. Les parties en conflit peuvent être tantôt des États, tantôt des entités infra-étatiques. Enfin, la médiation d'une tierce partie est décisive dans l'atténuation de la violence et la restauration de la paix brisée. Aussi pertinente que puisse paraître cette définition, elle passe sous silence le procédé par lequel la tierce partie parvient à proposer ou imposer la paix aux belligérants. Elle reste également peu diserte sur l'identité de cette supposée tierce partie, qui parviendrait à jouer un rôle de médiateur dans le maintien de la paix. Le maintien de la paix peut ensuite se définir par le déploiement d'effectifs, principalement militaires, de l'ONU, avec le consentement des parties concernées, en vue de maintenir un cessez-le-feu et de prévenir la reprise des hostilités. Ces forces ne sont déployées que lorsqu'un accord de paix intervient et est respecté. Par ailleurs, ces forces demeurent impartiales et neutres, elles ne peuvent agir et riposter qu'en cas de légitime défense. Elles sont immédiatement retirées si les hostilités armées reprennent. Il importe par conséquent d'explorer d'autres approches définitionnelles pour mieux saisir le concept de maintien de la paix. Dans ce sens, le maintien de la paix peut se définir comme le déploiement d'effectifs, principalement militaires, de l'ONU, avec le consentement des parties concernées, en vue de maintenir un cessez-le-feu et de prévenir la reprise des hostilités. Ces forces ne sont déployées que lorsqu'un accord de paix intervient et est respecté. Par ailleurs, ces forces demeurent impartiales et neutres, elles ne peuvent agir et riposter qu'en cas de légitime défense. Cette définition est plus développée que la précédente. Il en ressort trois principales considérations relatives au maintien de la paix. Tout d'abord, le médiateur est identifié. Il s'agit de l'ONU qui lance une opération de maintien de la paix à travers le déploiement d'effectifs, principalement militaires. En tant qu'instance suprême de l'ONU chargée de la préservation de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise le déploiement d'une force de maintien de la paix dans les zones de belligérance. Deuxièmement, une telle force a une double mission. En fonction du degré de conflictualité, s'assure du maintien du cessez-le-feu ou encore prévient la reprise des hostilités. Son mandat ne couvre donc ni les opérations destinées à imposer la paix par le recours à la contrainte militaire, ni les missions humanitaires ou de reconstruction post-conflit. Enfin, le consentement des parties en conflit est pour le déploiement d'une opération de maintien de la paix. Ce qui suppose qu'une fois sur le terrain, ces forces demeurent impartiales et neutres puisqu'elles ne peuvent riposter qu'en cas de légitime défense. Mission de paix favorisant le développement. Le concept de mission de paix pour le développement est basé sur le principe que le lancement le plus tôt possible du développement et de la reconstruction, même avant l'arrêt du conflit, peut être une forte incitation à la paix,
à l'ordre politique à long terme et à la légitimité économique. Mission intégrée. Un instrument avec lequel les Nations Unies tentent d'aider les pays en transition entre la guerre et une paix durable, ou faire face à une situation semblablement complexe qui nécessite une réponse à l'échelle du système par les Nations Unies, en englobant divers acteurs et approches dans un cadre global de gestion de crise politico-stratégique. Concept des différents niveaux. Niveau opérationnel, de guerre. Le niveau de la guerre où sont planifiées, conduites et soutenues les campagnes et les grandes opérations afin de réaliser des objectifs stratégiques au sein de théâtres ou de zones d'opération. Niveau stratégique, de conflit. La mise en œuvre de toute la gamme des ressources nationales pour réaliser les objectifs politiques, ce qui est du domaine du président et de l'État. Niveau stratégique de guerre. Le niveau de guerre auquel un État ou un groupe d'États fixe les objectifs de sécurité nationale ou multinationale et déploie des ressources nationales, y compris les ressources militaires pour les réaliser. Niveau tactique de guerre. Le niveau de guerre auquel les combats et engagements sont planifiés et exécutés pour accomplir les objectifs militaires confiés aux formations et unités tactiques. Concept opération. Opération. Une action militaire ou la réalisation d'une mission militaire stratégique, tactique, de service, de formation ou administrative, le processus de combat, y compris le mouvement, l'approvisionnement, l'attaque, la défense et les manœuvres nécessaires pour réaliser les objectifs d'une bataille ou d'une campagne. Opération de maintien de la paix, OMP. Opération militaire hors combat, entreprise par des forces extérieures avec le consentement de toutes les principales parties belligérantes, et qui sont désignées pour contrôler et faciliter la mise en œuvre d'un accord de trêve existant pour appuyer les efforts diplomatiques afin d'arriver à un accord politique. Les OMP couvrent les forces de maintien de la paix, les missions d'observateurs et les opérations mixtes. Opérations de rétablissement de la paix et d'atténuation des conflits. Concept nouveau et expérimental qui s'applique aux opérations multidimensionnelles qui, bien qu'à l'origine mandatées sous le chapitre 6, doivent, suite aux réalités sur le terrain, être transformées en opérations chapitre 7, comme dans le cas où des convois humanitaires doivent être protégés par force d'armes, ou dans le cas de frappes aériennes à l'intérieur d'une zone d'exclusion, voire aussi maintien de la paix multidimensionnelle, instauration de la paix, imposition de la paix, consolidation de la paix. Définition Nations Unies. Opération de secours humanitaire en cas de catastrophe, HDR. Opération dont la mission principale d'une force déployée est l'allègement de la souffrance humaine. Les opérations HDR sont conduites de manière tout à fait bénigne, sauf quand il s'agit de la protection essentielle de la force, et elles sont en général conduites pour appuyer l'agence humanitaire de coordination. Opérations de soutien de la paix. Les OSP sont des opérations multifonctionnelles dans lesquelles des activités impartiales de composantes diplomatiques, militaires et civiles, entre autres la police, l'autorité de la loi et l'administration civile, œuvrent à rétablir ou à maintenir la paix dans une zone d'opération mandatée, normalement dans la poursuite des buts et principes de la Charte des Nations Unies. Opérations humanitaires. Les opérations conduites afin de soutenir des agences humanitaires et de développement dans un environnement peu sûr, par une force déployée dont la mission essentielle n'est pas l'apport d'une aide humanitaire. Les opérations militaires qui sont conduites dans des situations de conflit autres que la guerre. De telles opérations, dans lesquelles il est probable que les activités militaires seront toujours fermement subordonnées à l'autorité politique, sont conçues pour éviter les conflits, pour rétablir la paix en résolvant ou en mettant fin au conflit avant une intensification qui pourrait mener à la guerre, ou pour assister avec le rétablissement de la paix après un conflit ou une guerre. Organisation non gouvernementale. Une organisation de bénévoles, sans but lucratif, qui est normalement indépendante du gouvernement, d'organisations internationales ou d'intérêts commerciaux. L'organisation rédige sa propre charte et mission. Partie prenante à la mission de paix. Représentant de la communauté internationale qui travaille avec des éléments touchés par le conflit, afin de régénérer des aspects clés de la société ou de l'État, dans le cadre de la mission de paix. Le concept de la doctrine unique à l'UA.
L'approche de la doctrine unique, pour les opérations militaires, prévoit l'application de principes directeurs évalués dans la gamme entière des tensions qui garantissent le succès militaire. Les tâches militaires ainsi que les autres tâches sont basées sur le résultat ou les effets à réaliser. Toutefois, cette approche n'empêche pas l'identification de fondements et principes directeurs supplémentaires pour la planification et l'exécution d'une OSP. Le concept général pour les déploiements de l'UA. L'UA envisage un continent uni dans la prévention et l'action contre tout conflit. Cela implique de donner à l'UA les structures opérationnelles nécessaires qui lui permettront d'intervenir dans les zones de conflit et d'envoyer la puissance militaire quand et où cela sera nécessaire. L'UA devrait pouvoir s'occuper des conditions d'ensemble multidimensionnelles pour les opérations de soutien de la paix, qui seront traitées dans la section 6 de ce chapitre. Cette vision se base sur le principe que les organisations multinationales bénéficient d'une crédibilité et d'une légitimité plus grande pour de telles actions. En agissant ainsi, l'UA reconnaît les droits souverains des nations à décider de participer ou non aux activités multinationales. Cela est conforme à l'esprit de la Charte des Nations Unies qui, dans son chapitre 8, prévoit que des ententes régionales se chargent de telles responsabilités. La conception de l'architecture africaine de paix et de sécurité, AAPS, est telle que le Conseil de paix et de sécurité, CPS, de l'UA qui est élu par les nations du continent jouera un rôle primordial pour mandater la mise en place et l'interruption des opérations de la FAA. Un mandat du CPS est un préalable à toute opération de la FAA. Le concept sur la capacité de déploiement rapide. Le document cadre et la feuille de route pour l'opérationnalisation de la FAA prévoit la mise en œuvre d'une capacité de déploiement rapide, CDR, capable d'intervenir en 14 jours dans les cas de génocide, de violation des droits humains, d'assistance urgente à une force de maintien de la paix, pouvant agir comme une force d'intervention rapide dans des cas de conflits graves et imminents. Le but de la CDR est d'arrêter les atrocités, de stabiliser la situation, c'est-à-dire neutraliser le centre de gravité ou les sources de la crise. La base conceptuelle de la CDR est qu'elle constitue une partie intégrante des forces régionales en attente. Il ne s'agit donc pas d'une force distincte. Une CER région fournira une CDR à partir des éléments qui composent sa force au terme des 14 jours de la vie d'action. La CDR sera constituée du genre intégré, civil, police, militaire. Action civilo-militaire. Action entreprise sur un théâtre d'opération qui induit une relation entre les forces militaires et leur environnement civil, conformément à des objectifs et un mandat fixé par un État, un groupe d'États ou une organisation internationale. Action militaire. Action entreprise par les forces armées sur un théâtre d'opération, dans le cadre d'objectifs qui leur ont été fixés. Action humanitaire. Activités menées par des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales visant à assurer la survie ou à secourir des populations civiles affectées par une catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme ou par un conflit armé intérieur ou international. Action préventive. Action visant à empêcher l'apparition ou le développement d'une situation ou d'une menace potentiellement dangereuse. Adversaire. Partie reconnue potentiellement hostile aux intérêts amis, et contre laquelle l'emploi de la force est envisageable dans des conditions et selon des modalités bien définies. Agenda pour la paix. Expression utilisée dans le cadre de l'ONU pour désigner la chronologie des différentes phases d'un processus de paix, allant de la diplomatie préventive à la consolidation de la paix. Agression. Emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou de tout autre moyen incompatible avec la Charte des Nations Unies. Aide humanitaire. Ensemble de mesures mises en œuvre à l'occasion d'une catastrophe naturelle provoquée par l'homme, ou d'un conflit menaçant l'intégrité physique et les conditions de vie d'une population civile, pour lui apporter une assistance et répondre à ses besoins vitaux notamment alimentaires et sanitaires. Alliance. Union ou assistance créée par pacte ou traité entre deux ou plusieurs États pour poursuivre conjointement un ou des buts précis. Alliés.
États souverains ayant conclu entre eux un traité ou un pacte d'union ou d'association. Architecture de sécurité. Ensemble des institutions et des moyens politiques, économiques, juridiques et militaires mis en place pour assurer la sécurité d'un État, d'un groupe d'États ou d'une alliance. Centre de gravité. Caractéristiques, capacités ou situations géographiques dont un pays, une alliance, une force militaire ou toute entité tire sa liberté d'action, sa puissance ou sa volonté de combattre. Centre de gravité stratégique. Pivot essentiel de la volonté de puissance d'un État autour duquel s'articule sa capacité de combattre et à entretenir un conflit. Il constitue un objectif de niveau stratégique qui, s'il vient à être neutralisé, conduira à la défaite ou à la négociation d'une solution de compromis. Coalition. Dans le domaine des relations internationales, alliance politique et militaire temporaire conclue entre plusieurs États contre un adversaire ou dans un but commun. Combat. Affrontement armé entre les forces des parties en conflit, limité dans le temps. Combattant. Membre des forces armées régulières d'une des parties en conflit, limité dans l'espace et dans le temps. Commandement. Autorité conférée à un chef militaire pour la direction, la coordination et la conduite d'unités militaires. Le conflit. Le conflit est une situation sociale où des acteurs en interdépendance, soit poursuivent des buts différents, défendent des valeurs contradictoires, ont des intérêts divergents ou opposés, soit poursuivent simultanément et compétitivement un même but. Conflit armé intérieur. Conflit armé opposant les forces d'un État à des forces dissidentes ou à des groupes armés organisés, qui sur le territoire même de cet État et sous la conduite d'un commandement responsable, sont à même de mener des opérations militaires continues et concrètes. Conflit asymétrique. Conflit qui met en opposition des entités non comparables ou disposant de moyens ou de modes d'action de nature différente, dans lequel il est rarement possible d'identifier les caractéristiques de l'adversaire ou des parties en présence, entraînant ainsi une perturbation ou un décalage du processus décisionnel. Conflit dissymétrique. Conflit mettant en opposition des entités comparables, disposant de moyens de niveaux différents dans leur volume, équipement et technologie, et poursuivant des buts d'ordre et de nature assez proches même si les objectifs militaires et politiques s'affrontent. Conflit limité. Situation de conflit armé, à l'exclusion d'un incident, dans laquelle un ou plusieurs belligérants ou leurs mandataires s'appliquent volontairement à diverses contraintes afin d'éviter une escalade ingérable. Conflit symétrique. Conflit mettant en opposition des entités comparables, disposant de moyens de nature similaire dans leur volume, leurs équipements et technologies, et poursuivant des buts très proches même si leurs objectifs s'affrontent. Concept stratégique. Ligne d'action générale adoptée en considération de la situation stratégique, et définie d'une manière suffisamment large pour fournir le cadre des mesures militaires, diplomatiques, économiques, psychologiques et autres qui en découlent. Gestion des crises. Activité concertée des organes et institutions d'un État ou groupe d'États visant avant tout par des mesures diplomatiques, économiques ou militaires, à prévenir ou maîtriser une crise ou à défaut, la contenir pour enrayer l'escalade vers un conflit, et en cas de conflit, à faire cesser les hostilités et enclencher la désescalade pour rétablir une situation normale. Gouvernance. Mode d'administration globale et de résolution des problèmes communs des sociétés et des relations internationales, qui prévoit des négociations permanentes, sur un pied d'égalité et dans un cadre de transparence, entre les grands acteurs du système international, tels les États, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les grandes entreprises. Insurrection. Acte perpétré par un groupe au sein d'un État, en vue d'obtenir par la force un changement politique au moyen d'actions de subversion, de propagande et de l'emploi de la force. Son but est de persuader ou intimider la population, pour la contraindre à accepter le changement. Interopérabilité des forces. Dans le domaine militaire, aptitude des forces de différents États à s'échanger des informations et à s'entraîner, s'exercer et opérer efficacement ensemble en vue d'exécuter les missions qui leur sont confiées. Intervention. Action politique non conventionnelle et temporaire par un acteur international,
en vue de modifier ou de préserver une situation existante. Logistique. Ensemble des activités organisées, planifiées et concertées, exigeant de grandes ressources et un grand nombre de personnes, visant à fournir au personnel en opération, en toutes circonstances, au moment et à l'endroit voulu, en quantité et qualité requises, les moyens de transport, de maintenance, de ravitaillement et de subsistance nécessaires à leur mission. Mémorandum d'accord. Dans le contexte du droit et de la pratique des traités, instrument international moins formel, de portée plus spécifique et de durée limitée qu'un traité ou une convention, agréé entre les États ou des organisations internationales, portant sur des dispositions opérationnelles dans le cadre d'un accord international ou établissant des règles ou une réglementation dans des domaines techniques ou particuliers. Menace. Dans le domaine des relations internationales, manifestation de la possibilité d'une agression envers les intérêts d'un État, est concrétisée par une volonté et une capacité de nuire. Menace asymétrique. Menace résultant de la possibilité d'employer des moyens ou des méthodes dissemblables pour contourner ou neutraliser les centres de gravité d'un adversaire, le déstabiliser tout en exploitant ses faiblesses. Mission d'observateur. Dans le cadre des activités de maintien de la paix, les tâches dont sont chargés des représentants d'un ou plusieurs États, travaillant en vertu d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies ou d'autres organisations internationales, au terme de laquelle ceux-ci suivent l'évolution de la situation politico-militaire et opérationnelle dans une zone de conflit, s'assurent du respect par les parties en conflit de tout accord de cessez-le-feu. Mission d'observation. Dans le cadre des mesures de confiance et de sécurité, activité conduite par une équipe d'inspecteurs ou d'observateurs provenant d'un ou plusieurs États signataires, visant à vérifier sur le terrain l'information fournie par un autre État signataire et portant sur les activités militaires, telles les manœuvres, les mouvements, les exercices militaires ou redéploiements d'équipements militaires spécifiques, qui sont organisés ou prévus dans son territoire par cet État ou par une organisation internationale de sécurité collective. Mission de vérification. Dans le cadre d'un accord ou d'un traité relatif au désarmement ou la réduction des forces militaires, activité conduite par une équipe d'inspecteurs provenant d'un ou plusieurs États signataires, visant à vérifier sur le terrain l'information fournie par un autre État signataire. Niveau opératif. Niveau de guerre auquel des opérations de grande envergure et des campagnes sont planifiées, conduites et soutenues, en vue d'atteindre des objectifs stratégiques sur des théâtres ou des zones d'opération. Niveau stratégique. Niveau de la guerre où un État, ou un groupe d'États, fixe des objectifs de sécurité à l'échelon national ou multinational et déploie des ressources nationales notamment militaires pour les atteindre. Opération. Ensemble d'actions organisées, planifiées et concertées, menées par un certain nombre de personnes dans une zone géographique déterminée, d'une durée limitée, en vue d'atteindre un objectif. Opération humanitaire. Opération militaire conduite en règle générale sous les auspices d'une organisation internationale, dans le but d'éviter une catastrophe humanitaire à une population civile qui se trouve dans la zone d'un conflit armé. Prévention. Ensemble des mesures et des actions destinées à anticiper les risques connus et potentiels, afin d'empêcher que ceux-ci ne se transforment en danger ou menace grâce à la mise en place des dispositifs de protection et de défense. Prévention des conflits. Actions communes, de nature politique, diplomatique, militaire ou autre, menées par des États ou des organisations internationales en vue d'éviter que des désaccords ou des différends ne dégénèrent en conflits armés. Projection. Ensemble des interventions ou actions extérieures, de nature politique, économique ou militaire, menées par un État à l'extérieur de ses frontières et pouvant prendre la forme d'une projection de force. Projection des forces. Dans le domaine des opérations militaires, déploiement par des moyens aériens ou maritimes des troupes au sol sur un théâtre d'opération. Soutien de la paix. Actions collectives entreprises par des organisations internationales, et visant à mettre fin à un conflit armé existant à l'intérieur d'un État ou entre États, en employant dans les forces armées, des observateurs militaires, des policiers et du personnel civil, et en facilitant le processus politique de consolidation de la paix. Système de Westphalie. Système des crises et des conflits,
Prélude au droit international moderne, qui régit toujours dans son principe l'ordre international actuel. Menace générale et nouvelles formes de menaces. Dans la politique commune de défense et de sécurité qui est une perception africaine commune des actions que les États africains doivent entreprendre collectivement, les menaces communes à la sécurité constituent un danger pour les intérêts en matière de défense et de sécurité commune du continent, tels que définis ci-dessous, lorsque de telles menaces concernent certains ou tous les pays ou régions du continent, menaces communes à la sécurité qui compromettent ainsi le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité du continent et peuvent être internes ou externes. Les menaces. On peut considérer que les menaces communes à la sécurité sont un danger pour les intérêts en matière de défense et de sécurité commune du continent, tels que définis ci-dessus, lorsque de telles menaces concernent certains ou tous les pays ou régions du continent. Ces menaces compromettent ainsi le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité du continent, elles peuvent être internes ou externes. Les menaces communes à la sécurité interne de l'Afrique peuvent consister notamment en conflits, tensions inter-États, situations d'instabilité suite à des conflits, situations humanitaires graves ainsi que d'autres circonstances. Conflits, tensions inter-États. A. Situations qui portent atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance des États membres de l'UA. B. Incidents pouvant donner lieu à un recours à la force ou à la menace d'un recours à la force entre États membres de l'Union africaine, cas de légitime défense. Elles sont immédiatement retirées si les hostilités armées reprennent. C. Respect du principe de non-ingérence par un État membre dans les affaires intérieures d'un autre État membre. 2. Conflits, tensions intra-États. D. Existence de circonstances graves, à savoir crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité. E. Non-respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives. F. Coup d'État et changements anticonstitutionnels de gouvernement et situations qui empêchent et nuisent à la promotion des institutions et structures démocratiques, notamment l'absence de l'état de droit, d'un ordre social équitable, de la participation populaire et de la bonne gouvernance. G. Élections entachées d'irrégularités parce qu'elles n'ont pas été organisées dans la transparence et ne sont de ce fait pas crédibles. Absence d'engagement des partis à se conformer aux résultats des élections. H. Absence de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples, des libertés individuelles et collectives, d'égalité des chances pour tous, y compris les femmes, les enfants et les minorités ethniques. I. Pauvreté et répartition inéquitable des ressources naturelles et corruption. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.